Le grand dialogue. Sigika Foba. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri Halud Maudi. Chenni Beri Sigika Foba. Le grand dialogue. La scolarisation des filles est restée un défi majeur pour le Mali et même quand elles excellent dans les études, elles font face à des obstacles. Nos invités sur ce plateau pour en débattre, Taïa Adidei, représentante de Escoufi et DNF Bamako, c'est bien ça? Mamadou Diarra, directeur de l'école premier cycle de Kourouma Cap de Nyono. Aïssata So, présidente de l'association des mères d'élèves de Sofara et de CA. Maïmouna Tapo, spécialiste genre du projet USAID ESA. Ce débat entre dans le cadre du programme d'engagement civique de l'USAID. Je suis Fatmata Togola. Le grand dialogue. Bonsoir et bienvenue dans ce grand dialogue. Alors, nous ouvrons les débats avec vous, Madame Tapo. Quels sont les obstacles liés à l'accès des élèves, surtout les filles, à un environnement convenable? Merci beaucoup, Madame Togola. Oui. D'accord. Par rapport au projet USAID ESA, les obstacles qui sont liés à l'éducation des filles sont des obstacles qui ont déjà été évoqués par d'autres projets et par le gouvernement malien. Donc, pour le projet USAID ESA, les obstacles sont entre autres l'accès, lié à l'accès, mais aussi au maintien des filles. Lié à l'accès, par exemple, on a vu qu'il y a des problèmes à l'accès liés à la distance que les filles parcourent. Et plus précisément, par rapport à notre projet, un des obstacles, c'est aussi lié à l'insécurité. Parce que nous intervenons quand même dans 5 régions, et plus précisément dans les endroits les plus inaccessibles pour cause d'insécurité. D'accord. Alors, et vous, Madame So, qu'avez-vous ajouté au propos de Madame Tapo concernant les obstacles liés à l'accessibilité des écoles concernant les filles? Bonjour, c'est toujours la même chose. Donc, les filles n'ont pas accès à l'école parce que la distance est séparée. Les mamans aussi retiennent les filles à la maison pour les ménages. Donc, l'incompréhension des mamans empêche beaucoup de filles d'aller à l'école. D'accord. Alors, et vous, Monsieur Diarra, qu'en dites-vous? Bien, bonjour. Oui. Madame Togola, c'est ça. Et la scolarisation des filles a toujours posé problème, dû vraiment à la méconnaissance même de la communauté. Mais avec l'apport des différents projets, on arrive vraiment à relever un peu le défi. Et quand vous dites méconnaissance de nos communautés, que voulez-vous dire par là? C'est ça. Je dis cela parce que dans les temps, les mamans d'enfants ne voudraient pas que leurs filles aillent à l'école. Pourquoi? Elles les aidaient dans les travaux ménagers. Mais dû aux sensibilisations des différents projets, actuellement, les défis commencent à se diminuer. D'accord. Et vous, Madame Adidei, qu'avez-vous ajouté? Merci, Madame. Moi, je suis à la Direction nationale de l'enseignement fondamental, plus précisément la SCOFI, qui est une division de la direction. On s'occupe bien de la scolarisation des filles. Notre rôle, c'est de sensibiliser les parents en sorte que tous les enfants aient l'accès à l'école, plus précisément les filles. Mais les problèmes auxquels elles font face? Les problèmes auxquels elles font face, les filles, il y a les obstacles liés à l'accès, que moi aussi je peux ajouter à ce que... Mais mis à part l'accès, il n'y a pas d'autres obstacles auxquels elles font face? Il y a l'accès, il y a le maintien et l'achèvement. L'achèvement. Et quand vous dites achèvement, est-ce que vous pouvez être plus explicite? Oui. L'achèvement, ça veut dire que les filles puissent au moins avoir le DEF. Parce que nous, l'enseignement fondamental, c'est de première année à la 9e année. D'accord. Okay. Donc, là, comme Madame a dit, les obstacles, il y a beaucoup d'obstacles liés à l'accès. Il y a des parents qui ne veulent même pas entendre parler d'école. Il y a ça aussi. Il y a la pauvreté des parents aussi. Donc, il y a beaucoup d'obstacles liés à l'accès et au maintien aussi à l'école. Alors, Madame Tapo, Madame Adidei vient de nous parler de quelques aspects du maintien
de la situation économique des parents aussi, concernant le maintien des enfants à l'école des filles. Oui. Voilà, donc qu'en dites-vous? Bon, toujours par rapport au maintien, et effectivement, il y a ce qu'on appelle aussi les coûts. L'éducation a un coût, surtout pour les filles. Et quand les parents sont pauvres, et s'ils ont le choix à faire, ils choisiraient que ce soit le garçon qui aille à l'école. Je m'explique. Que le garçon aille à l'école, et là, tout à l'heure, M. Diarra parlait de la perception. La perception, c'est que les parents, aussi bien que toutes les communautés, ne perçoivent pas la valeur de l'éducation des filles. Parce qu'on se dit que si on investit sur l'éducation des filles, on investit pour une autre famille. La fille étant appelée à se marier et à aller dans un autre milieu et pour développer ce milieu. Donc il y a question de coût, il y a question de perception. Parce qu'on ne perçoit pas jusqu'à présent la valeur de l'éducation des filles. Parce qu'on a ce souci-là. Il faut que l'un des obstacles aussi, pourquoi on marie très vite les filles? On les marie très vite parce qu'on a peur. On a peur de quoi? On a peur qu'elles ne dévient. Et l'un des obstacles au maintien des filles à l'école aussi, c'est le mariage précoce, pour éviter effectivement que la grossesse précoce ne survienne. Un des maintiens aussi, et qui est un obstacle, qui est un entrée en maintien, c'est par exemple aussi ce que nous n'osons pas, nous les enseignants et enseignantes, aborder, c'est aussi le harcèlement. Le harcèlement dont les filles sont victimes. Il y a aussi les mauvaises maltraitances, telles que ça peut être les châtiments corporels, ça peut être des injures graves, des propos agressifs, des avances qu'on fait aux filles. Donc tout ça fait que les parents sont confortés encore en disant « je préfère garder mes filles à la maison encore ». Une fois qu'elle a fait 53 ans à l'école, c'est bon. Parce qu'après la 5e année, la 6e, l'adolescence commence. Donc la fille a cours de grands risques. Non seulement sur les chemins de l'école, mais aussi même à l'intérieur de la classe par rapport aux garçons, mais aussi par rapport aux enseignants. Donc par rapport au maintien, beaucoup de filles dans les milieux ruraux quittent l'école, pas parce qu'elles ne veulent pas, mais c'est parce que les parents nourrissent cette crainte-là, qui sont des craintes réelles. D'accord. Et vous, Mme Sow, qu'avez-vous à dire par rapport aux propos de Mme Tapo concernant les craintes des parents? Bon, les craintes des parents, c'est réel. Beaucoup de parents craignent que leurs filles restent à l'école pour éviter beaucoup de choses. La pauvreté y est. Donc, beaucoup de parents enlèvent leurs filles pour les envoyer à l'exode rural, qui a des conséquences très graves. Ils ne connaissent pas les conséquences. Mais avec la sensibilisation, avec le projet, la formation, donc petit à petit, on peut relever ce défi. Mais est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ces conséquences-là dont vous venez de faire mention? Les conséquences de l'exode rural. Une fille qui va à l'exode rural, il peut être perdu, il peut avoir beaucoup de conséquences, il peut tomber en état de grossesse, il peut subir des harcèlements dans la rue, dans les familles. Cela ne revient pas aux mêmes craintes que Mme Tapo vient de nous mentionner concernant ces problèmes-là à l'école? Oui, c'est presque la même chose. Mais pourquoi vouloir laisser aller à cet exode-là que d'aller à l'école? La pauvreté y est, la méconnaissance des parents surtout. Les parents ne connaissent pas l'importance de l'éducation. D'accord. Pour moi, les parents, mais avec la sensibilisation, on a commencé à rentrer avec l'arrivée de ce projet-là. On rentre dans les familles. On va sensibiliser les parents. On fait des AG, des rencontres partout pour que les parents sachent l'importance de l'école. D'accord. Alors, M. Diarra, en tant que directeur de l'école premier cycle de Kourouma, est-ce que vous avez eu à faire face à ce genre de situation dans votre établissement? Parce que, comme l'a dit mes prédécesseurs, la fille, à un certain âge, se comporte même comme un adulte. Donc, à cet âge-là, que ce soit ses enseignants, que ce soit la communauté, que ce soit les mères d'enfants, chacun de nous doit jouer son rôle de protecteur. En ces temps, comme
disent la pauvreté est là, mais la fille a plus de besoins à ce temps pour se faire voir comme femme. Donc, à cette période-là, on doit la suivre strictement pour qu'elle ne fasse pas de défaillance aux études. En cas de défaillance, on va rentrer vraiment dans les conséquences. Et que peut-être ces conséquences-là, elle va quitter ses parents pour chercher de l'argent à l'exode. Et quel comportement va-t-elle utiliser dans ces milieux étrangers? On risque, il y a de grands risques même. En ce temps, elle peut même se livrer à des débauches. Et qui dit débauche, dit grave maladie. Chose qu'on ne souhaite pas. D'accord. Voilà. Alors, Madame Adidei, qu'avez-vous ajouté aux conséquences de toute cette situation sur la jeune fille? Il y a beaucoup de conséquences aux non-scolarisation des filles sur le plan économique, dans la société. Donc, il y a beaucoup de conséquences sur la fille elle-même, sur son milieu. Et quand vous dites sur la fille elle-même? Pour elle-même, quand elle est éduquée, elle peut connaître ses droits et les défendre elle-même. Donc, d'accord. Et vous, Madame Tapo? Oui, je rejoins un peu ou compléter même Madame Adidei. Donc, au-delà des conséquences, nous, comme dit aussi Nelson Mandela, une nation instruite est une nation qui se développe. Et quand nous regardons la population malienne, nous représentons quand même 52% de la population. Et si 52% de la population reste en marge de l'éducation, de l'instruction, ça veut dire que notre nation ne va pas se développer. Et c'est pourquoi tous les projets mis en place depuis la plateforme de Beijing, depuis l'éducation pour tous, jusqu'ici, les OMD, les ODD, les objectifs de développement du millénaire, nous sommes encore là à nous battre pour que les filles aillent à l'école. Parce qu'on est convaincu que si on investit sur une fille, on investit sur la femme. Et si on investit sur la femme, on a la garantie que notre pays avance. Et les pays qui sont les plus avancés, c'est les pays qui n'ont pas lésiné sur l'éducation des filles et des femmes. Parce que c'est ça qui est la gage, non seulement de l'autonomisation de la fille et de la femme, mais même de développement économique pour le pays. Donc, le projet ESA, et bien sûr, c'est un projet qui a eu un bref moment d'intervention, mais dans nos 250 écoles, nous avons mis la priorité sur l'éducation en situation d'urgence. Parce qu'avec la crise malienne, l'école malienne a beaucoup perdu, mais les filles surtout, et surtout au nord. C'est pourquoi nous avons essayé d'être aux endroits les plus chauds, les plus reculés, pour que, en tout cas, on investisse sur l'éducation et sur surtout la promotion de l'éducation des filles en situation de crise. D'accord. Et selon vous, comment leur assurer un environnement scolaire correct, convenable? L'environnement correct, convenable, je dirais l'environnement sécurisé. Non seulement nous devons agir depuis la famille, sur le chemin de l'école, à l'école. Et ESA, en ce sens-là, nous avons fait des combinaisons d'actions pour répondre à cela. L'environnement sécurisé, d'abord, on a vu en échangeant avec les communautés, au sein, par exemple, de nos interventions, on a demandé l'avis des communautés. Comment percevez-vous la sécurité de vos enfants? La sécurité, c'est quoi? C'est d'abord un environnement où l'école est clôturée. Parce que dans plusieurs, surtout en milieu rural, on pense que si on a construit l'école, c'est suffisant.
On n'a pas sécurisé, on n'a pas fait de clôture. Donc, bonjour les dégâts. Les animaux traversent la cour. Quand c'est en milieu citadin ou périurbain, les engins traversent. Et sans compter, n'importe qui peut rentrer à l'école pendant les heures de récréation où on n'a pas suffisamment de regard sur les enfants parce qu'ils sont dans la cour. Donc, le premier aspect sécurisant, c'est d'avoir une école clôturée. Le second aspect sécurisant, c'est aussi à l'intérieur. C'est aussi sur le chemin de l'école, où effectivement, je dis que nous avons, avec la crise, beaucoup de femmes, de filles ont été interceptées sur le chemin de l'école. Donc, c'est des aspects que nous avons évoqués avec les parents, les AME, les CGS, comment sécuriser nos filles. Et beaucoup de propositions nous ont été faites. Par exemple, avoir un adulte qui puisse les surveiller et tout au long. Et les AME jouent beaucoup ce rôle-là, de voir comment la fille peut de l'école à la maison. D'accord. Donc, alors, Mme So, pour répondre aux propos de Mme Tapo concernant le rôle des AME dans les aspects qu'elle vient de citer tout de suite. Bon, on a mis des bureaux ensemble. On a eu des bureaux sur place qui surveillent les enfants de l'école à la maison. Donc, nous-mêmes, nous passons à la maison, voir si toutefois la fille est partie à l'école. On les suit jusqu'en classe. Voir, demander les enseignants, est-ce qu'elles sont régulières, est-ce qu'elles viennent à l'heure. Donc, mais est-ce que cette tâche-là est facile pour vous? C'est pas facile, mais on est tenu à le faire parce qu'on est pris pour ça. C'est la communauté qui nous a désignés pour ça. C'est pas facile, mais on le fait. D'accord. Et vous, M. Diarra, quel est l'état des lieux dans votre établissement concernant les dits de Mme Tapo? Tout cela, là, ça c'est le débat communautaire. Bon, dans ce débat, en réalité, les AME ont fait de leur mieux, dans la mesure où, par suite des sensibilisations, elles-mêmes elles se sont parvenues à mettre en place un comité de suivi des filles, surtout pendant la saison froide. Les mamans ne préparent pas le petit déjeuner à temps, les élèves viennent en retard. Bon, finalement, elles sont découragées, les filles. Donc, pour mettre frein à tout cela, le comité des AME fait un suivi régulier de ces filles-là. Le matin, comme nous vivons au bord des canaux, des canals, donc elles les suivent. Si elles voient que l'heure d'aller à l'école est arrivée, que la fille est en train de laver des habits au canal, elle les chasse. Quitte, va dire à ta maman que c'est moi qui t'ai chassé dans l'école. Et elle rentre à la maison, elle va voir la maman de la fille en question, elle la sensibilise. Ah, j'ai trouvé ta fille, vraiment, elle allait partir en retard à l'école ces jours-ci, moi je l'ai chassée. Donc, à sa manière, elle arrive à sensibiliser la maman à ce que vraiment, elle se sent vraiment partante de laisser partir sa fille à l'école. Et qu'est-ce que les autorités font? Bon, les autorités villageoises, les chefs de village et ses conseillers. Bon, ces commissions et ces comités mis en place là, la mise en place de ces comités-là, c'est faite à leur présence. Et même, ils ont leur mot à dire là-dedans. Est-ce que vous voyez? Donc, chez moi, dans notre localité, les comités mis en place par les AME, vraiment, on les sollicite. D'accord. Et vous, Madame Adidei, concernant ce que les autorités font? C'est que les autorités, quel rôle jouent les autorités pour pallier à toute cette situation? le rôle joue aux autorités, par exemple, à la SCOFI, on a un comité Ngui qui est mis en place depuis 2015 avec les associations de maires. Le comité Ngui, c'est à 3 niveaux. Il y a le comité national qui est composé des 10 ministères. Il y a le comité régional. Les 10 ministères représentés dans les régions composent le comité et piloté par le gouverneur. Et dans le niveau local, il y a les mêmes comités encore pilotés par le percepteur ou bien le préfet.
Donc, le comité travaille en collaboration avec les AME. Donc, les AME sont au niveau de l'école. Ils recensent les problèmes des filles, les difficultés des filles et rendent compte au comité Inge. Et quand on les rend compte de ces problèmes-là, qu'est-ce qu'ils font? Quelles sont les mesures prises par rapport à Ils cela? vont prendre des décisions, de chercher des solutions à ces problèmes des filles. Est-ce que, selon vos constats, vus après les rapports faits aux autorités, est-ce qu'il y a des prises de mesures ou des prises de sanctions rapides concernant tout cela? Et des prises de sanctions rapides par rapport je parlerai toujours sous le contrôle du projet que nous avons piloté depuis 3 ans. D'accord. Et je reviens un peu aux mesures sécuritaires prises. J'avais parlé tout à l'heure des clôtures et j'ai été confortée par les actions des AME et des directeurs d'école. Parmi les mesures sécuritaires encore, on a vu que les filles, j'avais parlé tantôt de harcèlement. C'est pour ça que je vous ai demandé si des sanctions sont prises. Bon. Je ne veux pas me substituer à l'État, au directeur d'école, mais ce qui est sûr, nous avons essayé quand même de donner des pistes. Parmi les pistes, par exemple, on a vu que nous avons, là où il n'y avait pas de clôture, le projet ESA a appuyé pour faire des clôtures dans les écoles. Là où il n'y avait pas de latrines séparées entre filles et garçons, le projet a construit des latrines. Parce qu'il y a tout ça qui sécurise. Quand la fille sait qu'elle peut aller dans les latrines qui leur sont réservées, les filles vont là-bas. Si elles sont en règle, quand elles ont les règles, elles savent qu'elles ont un endroit spécifique où elles peuvent aller. Et donc, ESA a fait ça. Par mesure sécuritaire aussi, ESA a... Parce que quand nous parlons, nous devons mettre l'accent sur certains aspects que nous avons eu à rencontrer aussi et qui ne sont pas des moindres pour maintenir les filles, pour qu'elles soient sécurisées. On a vu que les communautés, surtout au nord, nous ont parlé aussi d'un aspect qui est primordial quand on veut intervenir au nord, à l'école, et retenir les enfants, aussi bien filles et garçons, c'est l'existence de cantines scolaires. Ça, c'est quelque chose qu'on nous a dit. Et on nous a carrément répété, si vous devez intervenir encore au nord pour sécuriser et garder les enfants, il faut encore aussi mettre en place des latrines. Mais est-ce qu'en ce qui concerne les violences... Des latrines, mais aussi des cantines. Hein? Mais en ce qui concerne les violences qu'elles subissent aussi dans cet environnement-là? Bon, les violences, ce que nous avons pu faire dans notre projet, c'est aussi renforcer les capacités. Renforcer les capacités des enseignants en les formant en genre, en violence basée sur le genre. Renforcer les capacités des AME pour qu'elles développent ou qu'elles nous disent la mise en place de mécanismes pour détecter les violences, des mécanismes de réponse aux violences basées sur le genre et surtout en milieu scolaire. Parce que la plupart du temps, quand on parle de violence, on pense, parmi les violences, il y a le mariage précoce, il y a le gavage, il y a les pratiques traditionnelles néfastes, mais les violences qui sont tacites, qui ne sont pas perçues et qui pourtant existent, sont les violences. Par exemple, quand l'enseignant, qui est censé encourager la fille, si l'enseignant violente la fille par ses propos, par les châtiments corporels, il va forcément décourager. Quand l'enseignant n'a pas des attitudes et des pratiques qui encouragent la fille à parler ou à, en tout cas, répondre aux questions, il arrête. Donc, ce sont les mesures qu'on a prises par la formation des enseignants, des communautés et même les leaders. Donc, dans nos 250 écoles, on a eu à faire ça. D'accord. Alors, Monsieur Diarra, que pouvez-vous nous dire sur la prévention des violences dans l'espace scolaire? Très bien. Oui. Dans la pratique des classes là, je pense que nous, après les différentes formations, vraiment nous nous sommes retrouvés bien à l'aise dans notre métier d'enseignant. Et dans la classe, par exemple,
la répartition des tâches est équitable. Tant de garçons, tant de filles. La responsabilité des filles. Souvent, le chef de groupe, au lieu que le chef soit un garçon, on nomme une fille. Après, les leaders de groupe également, au lieu de désigner un garçon, on désigne une fille. Pourquoi tout cela? Vraiment pour donner le goût à la fille de travailler, de se sentir à l'aise. Ce n'est pas tout. On les encourage également en les appréciant par suite de leurs bonnes réponses. Le maître pose une question, une fille arrive à bien répondre, vraiment, elle est très très appréciée par son maître. Tout cela pour l'encourager. Ce n'est pas tout. Et la classe même, c'est quoi d'abord? C'est la disposition des élèves. La classe, tant de nombre de bancs pour disposer les élèves. 2 filles et interpeller. Une fille au bout, un garçon le suit, une autre fille suit les garçons et 4 élèves, 2 filles, 2 garçons. Il y a l'équité. Cela est respecté dans d'autres établissements en dehors de la vôtre? Bon, Texas, c'est ce que nous vraiment, c'est ce que nous voulons. Non, je parle de votre constat. Notre constat, en tout cas chez nous, c'est comme ça. L'équité est respectée. Et nous avons toujours dit à nos adjoints de respecter l'équité. Sans ça, il ne faut pas que les filles là soient découragées, parce que ce sont les futures batteuses de la nation. Qui parle des filles, c'est une grande chose. Oui. Est-ce que l'association des mères et d'élèves, elle est satisfaite de cette mesure-là? Oui. Et je vais ajouter un peu le port des tenues de sang. C'est tous les tenues en classe. Donc nous avons exigé à ce que la tenue scolaire soit instaurée dans toutes les écoles. Mis à part la tenue scolaire, mais est-ce que vous avez pris des décisions concernant la couture des tenues? La couture des tenues, c'est des tenues décentes. Pas de jupes courtes, pas de culottes, donc des pantalons et des paniers, des robes, des jupes longues. On a vraiment bâti sur ça. D'accord. Et vous, Madame Adidé? Moi, ce que je peux ajouter, c'est dans le cadre de notre partenaire IACD ESA, dans l'élaboration d'un code de conduite qui a été élaboré du 16 au 20 avril à Mauti, qui a réuni presque tous les acteurs du système éducatif du Mali. Donc, on a élaboré un code qui a été élaboré sur la base des documents existants, entre autres la législation scolaire, le règlement intérieur régissant le bon fonctionnement de l'école. D'accord. Alors, Madame Tapo, est-ce que vous pouvez rentrer dans plus de détails concernant le code de conduite? Oui. Donc, comme l'a dit Taya, donc, le code, on n'a pas inventé la roue, comme elle a dit. On est parti sur l'existant. La législation scolaire, le règlement intérieur, mais aussi en nous basant sur l'expérience des partenaires qui nous ont précédés. Donc, des partenaires tels que Save the Children et tels que Debo Alafia, Mopti. Donc, nous avons on a approché ces partenaires-là, nous avons approché le ministère de l'Éducation, et pour avoir un code consensuel, il y a eu quand même une 50aine de personnes venant depuis le niveau central à Bamako, dont Taïa, mais aussi nos chargés de scolarisation des filles au niveau des régions et des académies, mais aussi les AME et les représentants du CGS et les leaders tels que les maires. Donc tout ceci pour qu'ils mettent la patte. À partir maintenant, non seulement il y avait des documents existants, mais maintenant, la stratégie novatrice de cette approche, c'est qu'ils ont élaboré aussi en fonction de leurs expériences. Il y avait d'autres ONG, il
il y avait la promotion de la femme. Donc, je ne serai pas exhaustive au risque d'oublier certains, mais ce qu'on retient, c'est que ce code-là est un code consensuel et qui met l'accent sur non seulement le genre, mais les aspects sécuritaires. La tenue dont parle Mme So, elle est aussi bien valable pour les élèves, mais aussi pour les enseignants. Autant on exige aux élèves d'être décents, de porter des tenues décentes, autant il faut exiger que l'enseignant aussi porte, et l'enseignante porte des tenues décentes parce que ce sont des exemples. Donc, ce code, nous l'avons élaboré, on l'a validé avec, bien sûr, le ministère de l'Éducation à travers la Direction nationale de l'enseignement fondamental et tous ceux-ci qui ont pris part depuis Ségou jusqu'à Kidal. Toutes ces communautés se sont retrouvées dans le code parce qu'ils l'ont élaboré. Donc, c'est un code, c'est un engagement que je dirais pour tout le monde. Et que je ne sais pas combien d'articles nous avons, c'est à peu près une vingtaine d'articles qui constituent le code de bonne conduite et prenant en compte le genre et les aspects sécuritaires. Donc nous ne pourrons pas, nous n'avons pas suffisamment de temps pour rentrer dans les détails du code, mais sachez que ESA a eu ce privilège novateur et je crois que tous ceux-ci qui sont avec nous, les ONG, nous voulons tous partir en synergie pour que ce code-là ne soit pas seulement le code de ESA, mais que ce soit un code pour toutes les écoles maliennes. D'accord. Alors, Madame So, quelle est votre perception de ce code de bonne conduite? Ah, vraiment, le code, moi, vraiment, ce qui m'a surtout plu dans ce code, c'est l'aspect des parents. Parce que les parents ne connaissaient pas leurs droits. Les parents ne connaissent pas qu'ils doivent suivre les enfants à l'école et à la maison. Mais avec la lecture de ce code, vraiment, on a eu beaucoup d'améliorations avec les parents. Parce qu'ils ont su ce qu'ils doivent faire. Maintenant, les parents suivent les enfants à la maison jusqu'à l'école. Savoir comment ils sont, leurs notes. Donc vraiment, on est satisfait de ce code. Mais toujours, on est en train de lire ce code, l'exploiter à nager, en sensibilisant les autres. D'accord. Alors, Monsieur Diarra, le code a été élaboré en ce qui concerne son application. Qu'avez-vous à nous dire là-dessus? Bien. Donc, vraiment, le contenu du code est impeccable. Mais nous cherchons, nous demandons, notre souhait et notre demande est que ça soit appliqué. Et ce code-là prend en compte tous les points d'une bonne conduite. Qui dit éduquer, dit se conduire bien. Un enfant, vraiment qui ne se conduit pas bien, il est très difficile d'éduquer cet enfant. Un enseignant qui ne se conduit pas bien en enseignant, qui est le miroir des élèves, lui-même ne se comporte pas bien, est-ce qu'il est enseignant? Donc, mais les points soulignés dans ce code-là, vraiment, répondent aux besoins même de l'éducation. Vous voyez? Et mon souhait est que le gouvernement malien prenne en compte, malgré qu'il y a quelques points du règlement intérieur là-dedans, qu'on prenne en compte tous les points de ce code de conduite. Tel est mon point. Alors, Madame Tapo, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de l'intégration genre dans toutes les composantes de l'éducation? Bon, du projet. Oui, du projet, tout à fait. Du projet ESA. Tout à fait. Donc, l'intégration du genre dans toutes les composantes du projet, on est arrivé à cette intégration après avoir fait l'état des lieux. On a fait d'abord une analyse genre au début du projet, en 2016, donc pour voir tous les aspects de genre qui manquaient. Et on l'a conduite dans 16 écoles. Et ce sont les recommandations de l'analyse genre qui nous ont permis de choisir nos 250 écoles, de recruter nos 50 agents de mobilisation communautaire. Et sur les 50, nous avons recruté 20 femmes.
Nous avons intégré le genre aussi dans toutes les composantes du projet depuis les constructions. Je l'avais dit tout à l'heure, les constructions et les réhabilitations d'écoles. Donc, les aspects genre dont on a tenu, j'ai parlé de clôture, j'ai parlé de latrines séparées entre les filles et les garçons. Et ce que j'ajouterais, c'est par exemple pour les handicapés moteurs. Donc, les filles, aussi bien que les garçons, on a, dans les écoles où nous avons eu à construire ou à réhabiliter, on a fait des rampes d'accès pour que les filles puissent, et les autres handicapés moteurs puissent accéder aux classes et aux toilettes avec des rampes d'accès. Nous avons aussi pour les latrines, pour les handicapés, la construction de ce qu'on appelle les latrines d'amour. Donc pour que les filles handicapées et les garçons puissent aller aisément là-bas. Et oui. bon, allez-y. Oui, bon, au risque de me répéter, la prise en compte, comme je l'ai dit, c'était les renforcements. C'est aussi cette synergie entre la direction de l'enseignement fondamental, qui est notre direction de tutelle et au sein du ministère de l'Éducation. Nous avons tenu à avoir la SCOFI avec nous. Madame Taya est là, mais toutes les SCOFI dans les 5 régions, nous avons travaillé étroitement avec elles. Ce sont elles qui ont assumé les formations en genre et VBG. Et jusque-là, quelles sont vos recommandations pour améliorer ces secteurs? Bon, pour améliorer, je dirais que, parce que nous avons intervenu dans l'école en situation d'urgence. Ce qui a manqué dans les modules genre et VBG que nous avons empruntés au ministère de l'Éducation et qui ont servi de base pour former nos enseignants et nos directeurs d'école, nos AME. Notre touche particulière qu'on voudrait, c'est que ces modules-là soient révisés. Révisés pour tenir en compte les aspects sécuritaires, les aspects de violence basés sur le genre en milieu scolaire. Qu'on ne pense pas seulement que ce sont les filles qui sont victimes. Les garçons le sont aussi. On nous a rapporté, est-ce que vous pouvez penser à une anecdote comme quoi un garçon a été victime de violences basées sur le genre. Et que quand on l'a référé à la gendarmerie, qu'est-ce que les gendarmes ont dit? Mais celui-là, ce n'est pas un garçon. Comment un garçon peut se faire agresser par les filles, violer par les filles? Donc, quand on parle de violence basée sur le genre, il faut penser aux garçons et aux hommes, aux filles. Donc, c'est cet aspect qui a manqué et le ministère gagnerait beaucoup en incluant les aspects de violence en milieu scolaire, qu'on aille au-delà seulement des châtiments corporels, qu'on aille au-delà de la répartition équitable des tâches, qu'on pense aussi à inclure des images positives, des histoires où les filles performent, où les femmes performent, que ce ne soit pas seulement ce que j'appellerais qu'on ait la transformation des images de transformation, qu'on ait par exemple des histoires où c'est une fille mécanicienne, qu'on ait une fille valorisée en tant que fille chauffeur et autres. Oui. Donc ça, c'est des choses qui manquent. Oui. Et vous, madame Adidé? Merci. Oui, en termes de recommandations. Madame a tout dit. Oui. Mais l'État a fait beaucoup d'efforts avec la collaboration avec ses partenaires techniques et financiers. Ils ont formé les maîtres sur violences basées sur le genre. La prise en compte du genre de la construction des écoles, l'État a fait ça aussi. La séparation géographique des latrines, latrines filles, latrines garçons. Dans beaucoup d'écoles aujourd'hui, on voit des latrines VIP pour les filles, pour bien gérer leur hygiène menstruelle. D'accord. Vraiment. Oui. Et vous, Madame Sow? Donc, moi, je lance un appel à nos auditeurs et auditrices de vraiment nous aider toujours à faire inscrire le maximum de filles à l'école et les suivre jusqu'à la fin de ces études. Éviter les mariages précoces, l'exode rural, qui ont des conséquences très néfastes. Vraiment. Oui. Et vous, Monsieur Diarra? Bien. Je me réjouis à madame, parce que tout cela, tout ce que nous sommes en train de dire, sont liés maintenant
au comportement, au bon comportement. Donc, moi, j'aimerais que la communication pour le changement de comportement, il faut que cette communication soit solide. Quand vous dites changement de comportement, Comportement, de qui il s'agit? De qui maintenant? Des acteurs de l'éducation, des élèves, des enseignants, des membres de l'AME, des membres de CGS, des autorités, la mairie. Il faut que tout le monde s'y mette. Est-ce que vous voyez? En plus de cela, comme on a eu à faire, le projet nous a formés. Le projet a fait former également les adjoints, les élèves. Et qu'est-ce qu'il reste encore? Maintenant, c'est l'application, la mise en valeur de ce qu'on a appris. Mais qu'est-ce qui vous en empêche? J'arrive. Donc maintenant, nous y mettrons vraiment pour l'application de ces choses-là. Et en faisant ça, vous verrez, les choses vont changer. D'accord. Et c'est pas tout, parce qu'il y a des manières également. Pour sensibiliser, il faut partir également par des images, des projections. Est-ce que vous voyez? Encourager également les filles vraiment à se perfectionner dans certaines matières telles que la mathématique. Et les sensibiliser, les faire participer à l'animation théâtrale, au concours des poésies. Est-ce que vous voyez? Tout ça, ça encourage les filles vraiment à rehausser les niveaux. C'est ça. Mais vous avez parlé de formation reçue par le projet. Exact. Mais pourquoi, à votre tour, vous ne formez pas d'autres personnes? Exact, on fait la restitution. Après la formation, chaque fois après la formation, si les directeurs ont été formés, par exemple, au retour dans nos écoles respectives, on est tenu à faire la restitution. Et on demande d'appliquer ce qu'on a appris, d'appliquer ça. Et on est en train d'appliquer. Mais est-ce que vous faites un suivi? Il y a un suivi. Nos conseils nous suivent, les directeurs suivent les autres adjoints. Il y a un suivi. D'accord. Voilà. Alors, Madame Tapo, un mot de la fin avant de boucler ce débat? Bon, le mot de la fin, je remercie le studio Tamani, je remercie tous mes collègues qui, si on parle de ESA, notre force, ce sont ceux-ci. C'est le ministère de l'Éducation, c'est nos AME, ce sont nos directeurs d'école. Et une touche particulière, il a parlé le genre, les femmes enseignantes, je ferai le plaidoyer et je demanderai que le ministère fasse le plaidoyer pour qu'il y ait beaucoup plus de femmes enseignantes. Ça a failli. Dans nos formations, les femmes, les directrices, les enseignantes étaient souvent en nombre infime. Et on a vu qu'elles ne sont pas en sécurité. Quand vous pensez que vous devez être dans une zone de sécurité et que la nuit, vous ne pouvez pas dormir parce qu'on risque de vous harceler, les femmes enseignantes qui ont quitté nos zones ont émis ce vœu-là. Tant qu'elles ne sont pas en sécurité, elles ne pourront pas faire ce noble métier. Tant qu'elles ne sont pas capacitées et renforcées autant que leurs collègues hommes, et elles ne pourront pas amener ce changement de comportement. Donc mon plaidoyer, c'est à l'endroit de ça. Que le gouvernement mette le paquet pour les mesures sécuritaires dans les zones où nous avons intervenu. Nous avons fait de notre mieux, mais la pérennité, c'est encore le gouvernement, c'est encore les AME, c'est encore les communautés. D'accord. Merci beaucoup et cela me fait à ce débat sur la scolarisation des filles et violences dans l'espace scolaire. Merci à nos invités. Taïa Didé, représentant de ESCOFI DNF Bamako, Mamadou Diarra, directeur de l'école premier cycle de Kourouma Cap de Nyono, Aïssata So, présidente de l'association des mères d'élèves de Sofara, des mères d'élèves, voilà, de Sofara et de CA. Maïmouna Tapo, hein? Merci. Merci beaucoup. Maïmouna Tapo, spécialiste genre du projet USAID ESA. Ce débat entre dans le programme d'engagement civique de l'USAID. C'était une présentation de Fatmata Togola, la mise en onde de Mamadi Keita. La régie est assurée par Gagny Kanté. C'est une réalisation et une coordination de la rédaction en chef de Studio Tamani.
Le grand dialogue. Sigeka Foba. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Shenni Beri Halud Maudi. Shenni Beri Sigeka Foba.